Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vais vous lire aujourd'hui un petit extrait de ce livre de Wassila Tamzali, Une femme en colère, lettre d'Alger aux Européens désabusés, paru chez Gallimard. Mais avant, je vous parle de ceci. Ce livre qui est lancé aujourd'hui, 13 novembre, au restaurant Chez le Portugais, au 41-28 rue Saint-Laurent, à compter de 17 heures. Et je vous invite donc à vous procurer ce livre sur l'une ou l'autre des librairies qui offrent, l'une ou l'autre des librairies en ligne qui offrent des livres, ou chez une des grandes librairies, une des grandes chaînes bien connues, ou encore chez votre libraire préféré. Cependant, vous ne trouverez pas ce livre à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, car je ne veux pas couper l'herbe sous le pied à l'auteur, au distributeur et pourquoi pas aux éditeurs. Alors ce livre, Un escadron de la mort au Québec, écrit par Jean-Claude Bernheim, publié conjointement par les éditions Accent Grave et la compagnie à numéro. Alors ouais, aujourd'hui, je vais vous parler un peu donc de ce livre, Une femme en colère, qui accuse une féministe de confession musulmane, arabe, qui accuse la gauche de trahison. Et cette trahison-là, elle est très, très grave, selon elle et selon nous aussi. Quand on fait passer le droit de la religion avant le droit des femmes, c'est un vieux classique, c'est un vieux remake. Et ne disons pas trop de mal de ces femmes d'un certain âge au Québec qui ont connu ce qu'est la domination du religieux dans leur vie. Alors, des temps post-chrétiens où les témoins sont disqualifiés, une femme comme Jemila Benhabib, menacée de mort par des intégristes, sera jugée peu crédible. On l'accusera de transposer son drame personnel sur la réalité québécoise. On lui reprochera même d'avoir survécu et finalement on lui conseillera de se taire. D'abord par un procès, comme vous le savez, une association islamique qui la poursuit. Et après ça, qu'est-ce que ce sera? Hein? Simon Leys nous rappelle que si une chose existe quelque part, elle existera n'importe où. Alors, ces bons Québécois qui n'imaginent pas à quel point peuvent être menacés, mais pas juste menacés par des intégrismes de tout ordre, peuvent être menacés également par leur propre bonne opinion et par ce sentiment d'impunité ou encore d'invulnérabilité ou encore ce sentiment qu'absolument rien peut nous arriver puisque jamais rien ne nous est arrivé. Vraiment. On émettra des doutes là-dessus. Et je pense également que cette charte, qui est un acte d'indépendance politique, est un acte souverain par un État qui décide comment vont se comporter les fonctionnaires travaillant pour lui, eh bien, c'est ce qui en indigne plus d'un. Cet acte d'indépendance. Et c'est ça, d'après moi, le fond de l'affaire. On ne supporte pas qu'un État québécois moderne décide. Et c'est un acte de souveraineté, quant à moi. Alors, je vous lis ce petit passage. Ainsi, certaines féministes, à travers le monde, nous demandent pourquoi s'opposer au désir de religion quand il est exprimé par un si grand nombre de personnes, hommes ou femmes? Quelle est la légitimité du discours féministe contre ce choix? De quel droit imposer comme un principe universel celui de l'égalité des hommes et des femmes? Le faisant, ne portez-vous pas atteinte à cette liberté que vous revendiquez? Pourquoi refuser le statut dicté par l'islam quand il semble exprimer
le libre choix de tant de femmes qui s'en réclament? Combien êtes-vous, vous, les féministes? De toutes ces questions, la dernière mérite particulièrement. De manière insidieuse, elle renvoie à celle de notre légitimité à entrer dans le débat. Elle est encore plus irrecevable quand elle est posée par des intellectuels, des défenseurs des droits de l'homme, qui savent que ce genre de bataille commence sur le front des idées et non sur celui des statistiques. Je connais les méfiances à l'égard du rôle des intellectuels, qui surplomberaient la condition des opprimés au nom desquels ils mènent bataille. Les mouvements identitaires prétendent donner, eux, sans médiation, la parole aux opprimés. Quelle leurre! Ceux qui théorisent les revendications identitaires sont également des intellectuels surplombants. Ils n'ont pas donné davantage la parole aux opprimés qu'ils défendent selon leur appartenance à un groupe, émigrés, prostituées, femmes voilées. Eux aussi parlent au nom de. Loin de moi l'idée de les priver du droit de s'exprimer, mais je ne veux être exclu du débat sous aucun prétexte. La démocratie implique la libre expression de tous, y compris ceux qui sont moins directement concernés. Sartre ne disait-il pas « L'intellectuel est celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas ». Et puis, comment définir qui est concerné ou non? Comment répondre à la question en abîme de la définition des victimes? Aussi éloignée soit-elle, une femme, quelle qu'elle soit, n'est-elle pas concernée par les pratiques imposées par ses semblables? Voilée, prostituée, femme battue, harcelée, répudiée, co-épouse. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement des individus ou des vies singulières, mais l'arme morale qui organise le rapport des sexes et qui nous concerne toutes et tous. Tout à l'heure, dans un mouvement d'humeur, j'ai répondu à quelqu'un sur le système clos Facebook, duquel un jour on va s'évader pour avoir un réseau sans doute qui ne vend pas nos données et qui nous permet, nous les utilisateurs, d'établir des règles qui nous conviennent mieux. Parce qu'il y a un dressage ici comportemental de la part du logiciel Facebook. Écoutez, je vous dis bonjour et à plus tard. On s'en reparlera de ça demain. Je vous attends tout à l'heure au restaurant Le Chercheur, le Portugais. Merci, bonne journée.